Un poste frontière solaire surgit soudain dans une ville oubliée du Sahel. Entre plus de 2 millions de déplacés internes, des frontières longtemps poreuses et un simple bâtiment biométrique posé sur la poussière rouge, le Burkina Faso tente un pari silencieux mais décisif pour reprendre ses marges et tenir tête au chaos. Que révèle vraiment pour l'avenir d'Ibrahim Traoré ce modeste avant-poste frontalier pour ceux qui observent le Sahel de loin? Et si l'histoire politique de l'Afrique moderne commençait ici, loin de Washington, de Paris et des cartes habituelles? Le poste frontalier de Galguli ne promettait au départ qu'un service administratif amélioré, mais il s'est rapidement imposé comme un test stratégique pour un pays qui tente de reconstruire sa souveraineté depuis ses bords. Son bénéfice principal est clair: offrir stabilité tangible aux communautés oubliées. Dans une région où les frontières avaient cessé d'exister autrement que comme des lignes mentales traversées par passeurs, migrants vulnérables et groupes armés, la réouverture d'une présence étatique réelle transforme la dynamique locale. Les habitants y voient de l'eau propre, des emplois et une sécurité que l'État n'avait plus offerte depuis des années. Mais derrière cette apparente normalité se joue un enjeu bien plus large. Si un seul avant-poste peut modifier le quotidien de milliers de personnes, alors il peut aussi réécrire les équilibres du Sahel. Reste une question suspendue comme une brèche volontaire. Jusqu'où ce modèle peut-il aller avant de rencontrer sa première grande résistance? Le premier signe réel du basculement n'est pas venu d'un discours, mais d'un chiffre. 164 000 mouvements frontaliers enregistrés en juillet 2023 par les capteurs de l'OM. Autour du sud-ouest, burkinabé. Puis une révélation plus discrète a suivi. La majorité de ces passages se faisaient encore sans contrôle structuré, exposant les communautés locales à une insécurité diffuse mais permanente. C'est dans cette tension que le poste biométrique et solaire de Galguli a émergé comme un prototype inattendu, presque une preuve de concept plantée à la lisière du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Le site n'est pas né d'une ambition spectaculaire, mais d'une logique de chaîne causale simple. Pour ralentir la porosité des frontières, il fallait d'abord rétablir la présence physique de l'État. Et pour rétablir cette présence, il fallait offrir davantage que des uniformes, de l'eau propre, des installations solaires, un bâtiment qui fonctionne même lorsque les générateurs sont silencieux. L'approche, impulsée sous la direction d'Ibrahim Traoré, a consisté à inverser l'ordre classique des priorités. Plutôt que de multiplier les opérations militaires, le gouvernement a commencé par reconstruire ce qui permet à une frontière d'exister réellement: la capacité de voir, d'enregistrer, de filtrer, de comprendre les flux. Les scanners biométriques, les bases de données en temps réel et les véhicules de patrouille n'étaient qu'un volet de la transformation. L'autre volet, moins médiatisé mais central, était social. Offrir aux habitants de Galguli des signes tangibles que l'État n'était plus un lointain concept venu de Ouagadougou, mais une présence quotidienne. La frontière, jadis simple cabane au bord d'une piste, est devenue un espace où se croisent ingénieurs, soldats, commerçants et familles déplacées. C'est ce renversement silencieux qui explique pourquoi un lieu longtemps oublié du Sahel est soudain étudié par des analystes à Accra, Abidjan ou Bamako. Et c'est ce renversement qui pose la vraie question. Si un seul avant-poste peut modifier l'équilibre régional, que se passera-t-il lorsque le modèle sera répliqué ailleurs? La transformation de Galguli devient plus lisible lorsqu'on prête attention aux trajectoires individuelles, celles qui révèlent comment une décision nationale se traduit dans les vies ordinaires. Le premier exemple vient de Bernardette Cambiré, une mère de 4 enfants citée dans les reportages locaux. Elle expliquait que la seule présence de l'État, autrefois perçue comme lointaine ou punitive, offrait désormais lumière, eau et un sentiment de continuité. Ce témoignage, modeste en apparence, illustre l'objectif recherché par l'équipe d'Ibrahim Traoré: reconstruire la confiance à partir des marges. Un autre cas, tout aussi révélateur, concerne les jeunes hommes du secteur frontalier. Beaucoup confrontés à l'absence d'emploi et à la pression quotidienne de l'insécurité, glissaient vers les réseaux des passeurs ou observaient
les groupes armés s'implantaient dans les forêts voisines. L'ouverture du poste biométrique leur a donné une alternative crédible. Des postes de garde, des missions de collecte de données ou des emplois techniques liés aux installations solaires. Ces fonctions ont non seulement fourni un revenu, mais aussi un rôle civique qui redonne un axe stable à des trajectoires auparavant fragiles. Ce sont ces histoires précises, presque discrètes, qui montrent comment un simple bâtiment peut bouleverser une zone longtemps habituée à l'abandon. Les bénéfices sociaux, eau potable, travail régulier, sécurité visible, redessinent la relation entre l'État et ses citoyens. En modifiant la perception qu'ont les habitants de leur propre place dans la nation, Galguli démontre que la souveraineté n'est pas un concept abstrait, mais un ensemble de gestes concrets, ressentis au quotidien. L'histoire de Galguli bascule réellement lorsque l'État décide de planter son drapeau dans un espace que beaucoup considéraient comme perdu. L'activation commence le matin de l'ouverture officielle. La poussière rouge flotte encore dans l'air quand les habitants se rassemblent sous le ciel du Sahel. Les panneaux solaires scintillent. Les soldats, les ingénieurs et les anciens du village se tiennent côte à côte. Scène rare dans une région où l'absence de l'État semblait une fatalité. Le poste frontalier apparaît alors comme un signal envoyé aux marges. Quelque chose change. Sous la directive d'Ibrahim Traoré, la stratégie se veut méthodique. L'objectif initial n'est pas d'intimider, mais de restaurer. Les scanners biométriques sont installés. Les terminaux numériques commencent à enregistrer les entrées et les sorties en temps réel. Les véhicules de patrouille se tiennent prêts, stationnés à l'ombre du bâtiment neuf. Chaque élément logistique est pensé pour remplacer la routine de l'improvisation par une procédure claire. Et chaque procédure offre un premier niveau de contrôle dans une région où le chaos circulait comme un vent permanent. Puis survient la première montée en tension. Les passeurs se plaignent. Leurs routes s'étouffent. Les réseaux extrémistes s'inquiètent. Les rumeurs se propagent vers le nord. Ce poste serait une installation étrangère déguisée, un instrument de surveillance imposé par des partenaires extérieurs. Les récits hostiles affluent sur les téléphones, dans les conversations nocturnes, dans les villages dispersés le long de la frontière. Le calme devient trop calme, disent certains habitants. Au Sahel, ce genre de silence précède souvent la tempête. À Ouagadougou, les rapports remontent. Le Conseil de sécurité se réunit en urgence. Les services de renseignement signalent que des factions alignées sur des réseaux transnationaux scrutent les défenses du nouveau poste. Les motivations divergent. Certains veulent provoquer la peur, d'autres vérifier la capacité de réaction de l'État. Pour Ibrahim Traoré, ce moment était anticipé. Reprendre 30% du territoire hors contrôle exigeait d'abord de défendre les symboles du retour de l'autorité nationale. Les forces armées renforcent discrètement la zone sud. Les partenaires du Ghana coordonnent leurs effectifs. Pourtant, aucun affrontement massif n'éclate. Le scénario bascule sans explosion spectaculaire. La circulation se stabilise. Les commerçants reviennent. Les familles s'installent. Même les femmes des villages voisins montent de petits marchés à proximité du poste, leurs étals alignés sous l'ombre des toits métalliques. Le bruit des échanges remplace la peur. Cette stabilisation, inattendue, devient l'épicentre de la phase de Duchamp. Les gouvernements ghanéens et ivoiriens saluent le développement. Les capitales sahéliennes observent. Les médias européens s'emparent du récit. Les ONG débattent. La communauté locale, elle, voit surtout l'eau propre, les tablettes utilisées par les agents et la présence d'un État qui semblait absent depuis des décennies. La souveraineté cesse d'être un slogan et devient un fait quotidien. Le poste, né comme un test, se transforme donc en symbole. Symbole de contrôle retrouvé, symbole d'une nouvelle grammaire sécuritaire, symbole d'un pays qui affirme reconstruire ses marges avant de consolider son centre. Et ce symbole, enraciné dans la poussière de Galguli, redessine silencieusement l'équilibre d'une région entière. La situation de Galguli partait d'un point de référence brutal. Plus de 2000 de personnes déplacées à l'intérieur du Burkina Faso,
un chiffre qui illustrait la pression constante exercée sur les régions frontalières. Cette donnée n'était pas un simple indicateur humanitaire, elle traduisait la fragilité structurelle des marges nationales. Ce nombre massif signifiait que chaque faille frontalière amplifiait les flux de vulnérabilité. Lorsque le poste biométrique a ouvert, il s'inscrivait directement dans cette dynamique, comme une tentative d'inverser un courant trop longtemps laissé libre. Un second chiffre a précisé l'ampleur du défi. Plus de 37 000 réfugiés avaient franchi les frontières burkinabées en quête de sécurité. Cette valeur semblait petite face aux millions de déplacés internes, mais elle révélait une autre réalité. Chaque réfugié arrivait avec un parcours instable qui testait la capacité locale d'accueil. Pour Galguli, ce mouvement représentait un flux humain que les outils traditionnels, cahiers froissés, contrôle manuel, postes sous-équipés, ne pouvaient plus suivre sans risquer l'aveuglement administratif. La rupture la plus marquante, pourtant, provenait d'un chiffre mensuel, 74 000 mouvements frontaliers enregistrés en juillet 2023 par les systèmes de l'OIM. Ce total convertissait en données ce que les habitants ressentaient depuis des années. Un espace traversé sans interruption par commerçants, migrants, agriculteurs, transporteurs et groupes liés à des réseaux criminels. Cette fréquence prouvait qu'un poste non surveillé devenait un couloir ouvert à toutes les opportunités illicites. Dès lors, chaque traversée non enregistrée constituait une menace invisible pour un État déjà fragilisé. C'est ici que la politique d'Ibrahim Traoré prend un relief particulier. Plutôt que de se limiter à des opérations militaires ponctuelles, son approche a misé sur l'intégration de données, de biométrie et d'équipements solaires capables de fonctionner sans infrastructures lourdes. Les scanners ont permis d'identifier les voyageurs. Les bases numériques ont rendu chaque entrée traçable. Les patrouilles ont été coordonnées pour combler les segments autrefois laissés aux trafiquants. L'ensemble créait un filet administratif dans un espace où, auparavant, seule la poussière circulait librement. Ce virage technique n'avait rien d'abstrait pour les habitants. Lorsque les agents ont commencé à utiliser des terminaux numériques, les files d'attente se sont réduites. Lorsque les panneaux solaires ont alimenté les pompes, l'eau est devenue régulière. Lorsque les gardes ont reçu une formation, la frontière a cessé d'être un lieu d'arbitraire. Chaque amélioration, minuscule en apparence, s'accumulait. Chaque étape stabilisait une zone habituée aux ruptures. La transformation s'est également ressentie dans la circulation commerciale. Les agriculteurs ont transporté leurs produits sous un contrôle plus rapide. Les commerçants itinérants ont retrouvé une prévisibilité qu'ils pensaient perdue. Les femmes des villages voisins ont installé des étals près du poste. La sécurité redonnait du rythme. La présence étatique redonnait une logique. Au final, les chiffres ne sont pas seulement des marqueurs. Ils forment l'ossature d'un changement visible. Moins de traversées clandestines, davantage d'enregistrements, plus d'efficacité locale. Et derrière ces évolutions, un point demeure constant. Le modèle de Galguli teste la capacité du Burkina Faso à associer technologie, souveraineté et dignité humaine. Deux visions opposées se sont rapidement dégagées autour du poste frontalier de Galguli, chacune portée par des arguments solides et souvent difficiles à écarter. Le premier courant considère l'avant-poste comme une avancée majeure pour la souveraineté du Burkina Faso. Selon ses partisans, l'installation solaire, la biométrie, les bases de données en temps réel et la présence d'agents mieux formés montrent que l'État peut enfin agir sur ses marges. Pour eux, le site incarne une modernisation nécessaire. Il stabilise les flux humains, limite les routes clandestines et remet l'autorité nationale au cœur d'un espace trop longtemps livré à l'insécurité. Les habitants, qui bénéficient de l'eau propre, de la lumière et d'une présence administrative régulière, renforcent encore cet argument en décrivant un quotidien plus sûr. Leur expérience devient une preuve vivante qu'un seul poste peut déclencher une dynamique plus large. L'autre vision, tout aussi structurée, pointe les risques inhérents à une frontière modernisée. Les critiques redoutent d'abord la dimension technologique. Pour eux, la collecte biométrique peut dériver vers une surveillance disproportionnée,
surtout dans un pays où les infrastructures institutionnelles restent fragiles. Certaines ONG ont exprimé leurs inquiétudes concernant la protection des données, rappelant qu'une mauvaise gestion pourrait exposer les citoyens à des abus. D'autres observateurs s'interrogent sur la dépendance du projet envers des partenaires extérieurs, notamment l'Allemagne et le Japon. Ils redoutent que cette aide, bien que précieuse, crée un modèle soutenu par des ressources étrangères difficiles à maintenir durablement. Enfin, plusieurs figures de l'opposition estiment qu'un poste frontalier rénové ne suffit pas à masquer les tensions du pays. Inflation, insécurité persistante au nord, fragilité alimentaire. La réponse gouvernementale, articulée sous la direction d'Ibrahim Traoré, s'appuie sur des faits concrets observés à Galguli. Le site ne remplace pas les programmes sociaux, il les active. Les pompes fonctionnent, les marchés reprennent, la circulation se stabilise sans escalade violente. Les États voisins reconnaissent le gain sécuritaire. L'OIM valide la conformité éthique des systèmes. Et surtout, la communauté locale décrit un changement réel. Moins de peur, plus de prévisibilité, davantage de dignité. Le débat reste légitime. Mais les résultats visibles offrent un contrepoids solide aux inquiétudes. Le calme n'était pas neutre. Ce qui semblait être une simple accalmie autour du poste frontalier a rapidement révélé un tournant plus profond. Les réseaux extrémistes avaient interprété Galguli non comme une infrastructure fonctionnelle, mais comme un symbole à abattre. La rumeur, partie du Nord, décrivait le site comme un outil étranger, un miroir de contrôle imposé depuis l'extérieur. Cette perception, fausse dans son contenu mais puissante dans son effet, a transformé l'installation en point focal d'une bataille narrative. L'inflexion est apparue lorsque les rapports de renseignement sont arrivés à Ouagadougou. Les factions armées testaient les défenses du poste, sondant ses routines. Cette approche indirecte signalait une reconnaissance implicite. Le modèle dérangeait l'équilibre ancien. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, la réponse ne fut ni bruyante ni spectaculaire. Elle fut méthodique. Les forces ont renforcé discrètement les abords. Les patrouilles ont ajusté leur trajet. Les partenaires ghanéens ont coordonné leurs mouvements le long de la frontière. Puis est venue la surprise. Aucune escalade. Le commerce local a repris. Les marchés se sont densifiés. Les familles ont recommencé à circuler. Le calme, au lieu d'annoncer la violence, est devenu l'indicateur d'une stabilisation inattendue. La bascule du milieu de récit ne provient donc pas d'une attaque, mais d'un paradoxe. L'absence d'événements violents prouvait que le modèle de Galguli commençait à fonctionner. Les effets concrets du poste de Galguli se sont diffusés bien au-delà des murs solaires et des scanners biométriques. Ils ont redessiné les comportements, les échanges, les routines et même les perceptions que les habitants avaient de leur propre état. Ces transformations s'observent en 4 couches distinctes, chacune révélatrice d'un changement profond. Pour les familles de Galguli, la première conséquence a été la restitution d'une forme de normalité. La sécurité visible a réduit la peur diffuse qui accompagnait chaque déplacement, chaque nuit trop silencieuse, chaque rumeur d'hommes armés dans les forêts voisines. Les habitants ont vu l'eau propre circuler régulièrement depuis les pompes solaires intégrées au projet, bouleversant un quotidien marqué par l'irrégularité. Le sentiment de dignité, évoqué par plusieurs témoins locaux, est devenu un élément structurant. Un bâtiment fonctionnel leur rappelait que l'État existait encore pour eux. Les commerçants itinérants ont rapidement bénéficié de procédures accélérées grâce aux tablettes utilisées par les agents frontaliers. Les files d'attente autrefois interminables se sont raccourcies, permettant une circulation plus fluide entre le Burkina Faso, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Les femmes des villages voisins ont installé de petits marchés aux abords du poste, créant des micro-économies nourries par la présence sécurisée de l'État. Cette fluidité retrouvée a produit un effet multiplicateur. Plus de prévisibilité, plus d'échanges, plus de confiance. Pour les autorités burkinabées, Galguli est devenu un laboratoire vivant de ce que pourrait représenter la stratégie annoncée par Ibrahim Traoré, reconquérir les marges avant que le centre ne vacille. L'État
à récupérer une capacité élémentaire mais cruciale, voir et comprendre les flux, grâce aux données biométriques et aux enregistrements en temps réel. Les patrouilles ont été mieux coordonnées. Les passages clandestins se sont réduits. La stabilité du site est devenu un argument politique interne, un signe que la souveraineté n'est plus un discours, mais une action observable, mesurable et reproductible. Les répercussions régionales ont été immédiates. Au Ghana, des responsables ont salué l'installation, y voyant une barrière pratique contre les trafics montant vers le nord. À Abidjan, l'accueil a été prudent mais favorable, le gouvernement observant la possibilité d'un ralentissement des flux illicites sans nuire au commerce légitime. Dans le Sahel central, les capitales militaires, notamment Bamako et Niamey, ont perçu Galguli comme un symbole d'autonomie africaine, la preuve qu'un État du Sahel pouvait sécuriser sa frontière sans dépendre du contrôle occidental. Les débats européens, de leur côté, ont révélé une fragmentation. Certains y voyaient un succès logistique, d'autres un avant-poste s'éloignant de leurs priorités. Cette diversité de lecture confirmait surtout un point. Un lieu minuscule modifiait déjà les équilibres narratifs et géopolitiques. Les prochains mois autour de Galguli se dessinent en 3 trajectoires possibles, chacune dépendante de facteurs déjà visibles sur le terrain. Les événements récents ont montré que la stabilisation est tangible, mais réversible, et que chaque avancée porte en elle une part de fragilité. Les décisions institutionnelles, l'évolution des perceptions locales et la pression régionale formeront la matrice de cette période charnière. Le scénario central repose sur la poursuite de la stabilisation observée depuis l'ouverture du poste. Les marchés continuent de se densifier. Les patrouilles restent coordonnées avec les forces ghanéennes. Les trafics se font plus discrets sans disparaître totalement. L'État renforce l'usage des outils numériques, améliorant l'identification des flux humains. Dans ce cadre, l'approche défendue par Ibrahim Traoré, reconstruire les marges pour retendre le tissu national, se consolide progressivement. La frontière devient un espace où la routine administrative prime sur l'exception sécuritaire. La version la plus favorable imagine un effet domino. Les installations similaires prévues à Dola, Yendéré et Madouba avancent sans retard. Les populations locales, encouragées par les bénéfices visibles à Galguli, adoptent rapidement les nouveaux postes. Les partenaires régionaux accroissent leur coordination, limitant les couloirs clandestins à travers le Ghana ou la Côte d'Ivoire. Les ONG, apaisées par les audits annoncés sur la protection des données, réduisent leurs critiques. La stabilité s'étend alors doucement le long du flanc sud, offrant au pays une marge stratégique rare dans le Sahel. La trajectoire la plus défavorable repose sur une reprise des tensions dans le nord. Les groupes armés, cherchant à compenser leurs pertes territoriales ailleurs, pourraient cibler davantage les installations symboliques comme Galguli. Les campagnes de désinformation s'intensifient. La perception locale s'érode si l'État tarde à répondre aux inquiétudes ou si les bénéfices sociaux perdent en régularité. Les partenaires extérieurs, face à une instabilité prolongée, revoient leur soutien. Dans ce scénario, la frontière redevient une zone de confrontation narrative et matérielle, testant la résilience du modèle. Dans cette manière d'aborder la situation, si Galguli reste un point d'appui stable, alors chaque poste répliqué servira de donbaï pour retisser la souveraineté. Si ce point d'appui vacille, alors l'ensemble du modèle devra être réévalué. Les transformations observées à Galguli résonnent donc différemment selon la position de chacun face à la frontière, à l'insécurité ou au récit géopolitique du Sahel. Elles offrent 3 façons distinctes d'interpréter ce moment charnière, chacune éclairant un angle que les données seules ne suffisent pas toujours à saisir. Du point de vue de celles et ceux qui pensent en termes humains, pour celles et ceux qui se concentrent d'abord sur les individus, Galguli pose une question simple mais fondamentale. Que devient une communauté lorsque l'État cesse d'être une abstraction lointaine? Les familles qui ont retrouvé l'eau propre, un marché actif et un poste administratif prévisible
incarnent une réponse directe. Leur quotidien rappelle que la sécurité ne se mesure pas seulement en incidents évités, mais en routines retrouvées. Cette lecture met en avant la texture humaine d'un changement souvent résumé en statistiques. Pour celles et ceux qui observent les logiques collectives, pour les esprits attentifs aux dynamiques sociales, le poste frontalier illustre comment une présence institutionnelle peut réorganiser un territoire entier. Les commerçants qui traversent bien plus rapidement, les femmes qui ouvrent des étals, les jeunes qui trouvent un emploi local, chacun participe à un cercle vertueux. Le site ne produit pas seulement de l'ordre, il produit de la cohésion. Cette cohésion, fragile mais réelle, devient un indicateur de résilience sociale qu'aucune carte ne montre. Pour les observateurs qui réfléchissent au système plus large, pour les observateurs qui pensent en termes de structures régionales, Galguli sert d'étude de cas sur la manière dont un État peut réaffirmer ses marges. Le Sahel étant un espace où les lignes frontalières sont aussi narratives que matérielles, un poste fonctionnel modifie les équilibres. Il influence les relations avec les voisins, les débats internationaux et même la façon dont les citoyens envisagent l'avenir. Cette couche de lecture relie l'expérience locale à des trajectoires plus vastes. Le modèle de Galguli ne peut devenir un cadre durable que s'il s'accompagne d'une feuille de route claire, séquencée et mesurable. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, cette feuille de route doit s'appuyer sur les acquis visibles tout en anticipant les tensions qui demeurent autour des frontières du Sud. 5 étapes structurent cette progression. Les forces locales doivent maintenir la régularité des patrouilles autour du poste. L'objectif est simple, prévenir toute tentative d'infiltration. Le succès se mesure au maintien d'un trafic commercial stable et à l'absence de perturbations majeures. Les équipes techniques doivent assurer la mise à jour continue des bases biométriques. Chaque enregistrement doit être fiable. La performance se mesure par la réduction des erreurs et par la fluidité des contrôles à l'entrée comme à la sortie. Les autorités locales doivent garantir le fonctionnement constant des pompes solaires et des services essentiels. Un poste qui éclaire, nourrit et sécurise devient un repère de confiance. La mesure repose sur la fréquence d'accès à l'eau, sur la présence quotidienne des marchés et sur le retour des familles. Les forces burkinabées doivent maintenir des échanges réguliers avec les équipes ghanéennes et ivoiriennes. Une frontière ne fonctionne jamais seule. L'efficacité se mesure par la diminution des routes vastes et parallèles utilisées par les trafiquants. L'administration centrale doit extraire les enseignements de Galguli pour les sites de Dola, Yendéré et Madouba. Un modèle reproductible doit être clair, documenté et pragmatique. L'indicateur principal reste la capacité à ouvrir un nouveau poste sans retard majeur. Chaque étape vise un même but, transformer un succès local en architecture nationale. Lorsque l'on revient à l'image de Bernardette Cambiré, cette mère de 4 enfants mentionnée plus tôt, on mesure mieux l'ampleur du changement à Galguli. Là où elle voyait autrefois une frontière abandonnée, elle observe désormais un bâtiment qui éclaire, qui pompe l'eau et qui impose une forme d'ordre sans brutalité. Son regard raconte davantage que les statistiques. Il incarne ce que signifie retrouver un espace où la routine remplace la crainte. Autour d'elle, les jeunes engagés comme gardes ou opérateurs de données redécouvrent un rôle social qu'ils pensaient hors de portée. Cette petite révolution silencieuse correspond exactement à la vision portée par Ibrahim Traoré. Reconstruire la présence étatique non pas par des discours, mais par des preuves tangibles. Chaque pompe qui tourne, chaque marché qui s'anime, chaque passage contrôlé sans intimidation. Ces fragments ordinaires deviennent les briques d'un imaginaire renouvelé. Les habitants n'emploient pas les mots de la géopolitique. Ils parlent d'eau, de lumière, de sécurité. Ils parlent du fait que leurs enfants jouent plus près du poste qu'auparavant. Ils parlent d'un état passé de l'absence au geste. Ce que révèle Galguli dépasse largement les murs d'un poste frontalier. Cela dit quelque chose sur la manière dont une communauté isolée peut redevenir visible,
comment une simple infrastructure peut réordonner un territoire, et comment un pays peut retrouver ses marges sans attendre que les regards extérieurs se tournent vers lui. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une frontière, c'est celle d'un apprentissage collectif sur la sécurité, la dignité et la capacité à reconstruire depuis les lieux les plus fragiles. Cette trajectoire, encore en mouvement, ouvre un espace de réflexion pour chacun. Que signifie pour une nation de reprendre ce qui semblait perdu? Que devient une région lorsque la routine revient avant les discours? Que raconte un poste solaire sur l'avenir d'un continent en transformation? Si vous souhaitez suivre d'autres récits qui éclairent les mutations du Sahel, les tensions qui le traversent et les expériences locales qui redessinent ces lignes, vous pouvez continuer la discussion ici.